Parmi les peintres impressionnistes, celui qui a sans doute le mieux retenu la leçon de Corot est Camille Pissarro. Faisant la rencontre de Monet à l'Académie suisse du Quai des Orfèvres, il lui transmit d'ailleurs sur le champ le principal enseignement du vieux maître: étudier les valeurs. C'est en effet le seul conseil que Corot avait donné à celui qu'il considérait comme un artiste prometteur, ajoutant: nous ne voyons pas les choses de la même façon, vous voyez vert là où je vois gris et blond, mais peu importe, il n'y a pas de bonne peinture sans un travail assidu des valeurs. Et il lui avait donné une petite étude dont Pissarro ne se sépara jamais. Dans les premiers salons où il put montrer ses œuvres, Pissarro se présenta comme élève de Corot, mais il fut accroché si haut qu'il n'attira guère l'attention. Pourtant, il était adoré de ses congénères, tous plus jeunes que lui, pour ses idées libertaires, sa droiture, sa gouaille et sa bienveillance de patriarche, renforcée par une barbe qui fut blanche très tôt, s'il faut en croire les photographies. Pissarro adorait discuter avec Corot, mais il comprit rapidement qu'il fallait lui donner du grain à moudre. Aussi se mit-il sérieusement au travail, en peignant sur le motif les paysages autour de Montmorency où il s'était installé. Monet l'accompagnait régulièrement, et l'amitié entre eux sera durable malgré les 10 ans qui les séparaient. À l'Académie suisse, il rencontra également Cézanne, qui n'oublia jamais ce père humble et colossal selon ses propres termes. Un critique dont j'ai pourtant oublié le nom va lui permettre d'avancer en lui conseillant fermement de ne plus imiter Corot. Vexé voire humilié, Pissarro s'engagea alors dans une voie plus personnelle et surtout plus réaliste et naturaliste, mais le comble est que ça le fâcha avec Corot, celui-ci lui reprochant de s'être inspiré de Courbet et Manet. Ce fut le mot de la fin pour Pissarro, qui ne se présenta plus jamais comme élève de Corot. Peut-être parce qu'il était plus âgé qu'eux, il se tint toujours à petite distance des impressionnistes, sans pour autant se mettre en marge du mouvement, et on ne le vit ni à l'atelier Glaire, ni à la Grenouillère, privilégiant la Marne à Chenevière ou l'Oise à Pontoise. En 1866, Pissarro fut admis au salon avec un paysage d'hiver qui fit dire à Émile Zola que cette peinture austère et grave montrait un souci extrême de la vérité, ainsi qu'une volonté âpre et forte. Et le même Zola louait Pissarro d'étudier solidement et franchement la nature, compliment qu'il avait déjà adressé à Courbet. La couleur de Pissarro est un peu sourde, écrivit de son côté Odilon Redon, mais elle est simple, large et bien sentie. Singulier talent, qui semble brutaliser la nature avec une grande sincérité. Fuyant les avancées de l'armée allemande, le peintre se réfugia à Londres auprès de Monet, avec lequel il se régala des œuvres de Turner, aux préoccupations atmosphériques si proches des leurs. Pissarro rentra en France pour trouver son atelier dévasté par les Prussiens, qui avaient aussi détruit plusieurs centaines de toiles. S'ouvrit alors pour lui comme pour ses amis impressionnistes une période d'intense fécondité, typique des fins de guerre, où son sentiment intime et profond de la nature fit écrire à l'historien Théodore Duret que ce peintre irait dans une voie nouvelle aussi loin que les plus grands maîtres. Bien que de nature indépendante, Pissarro goûtait peu la solitude et il fut le seul artiste présent à toutes les expositions du mouvement impressionniste dont il avait d'ailleurs rédigé les statuts. Il bénéficiait d'une remarquable ouverture d'esprit, au point que c'est lui qui insista pour que Cézanne et Gauguin soient admis dans le groupe. Et surtout il fut, après sa rencontre avec Seurat, parmi les premiers défenseurs du divisionnisme dans lequel il vit l'occasion de faire évoluer son art, même s'il le qualifia ensuite d'ennuyeuse théorie. Mais ceci est une autre histoire que je vous conterai un peu plus tard.